Bienvenue. Aujourd'hui, on explore deux concepts assez fascinants qui redéfinissent un peu la relation entre les marques et nous, les consommateurs. La culture maker et l'arketing. Oui, tout à fait. Et ces réflexions, elles sont issues de travaux de l'agence Cosman. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un article super complet sur leur blog. Exactement, on va essayer de décortiquer un peu comment le DIY, donc do it yourself, mais aussi la créativité, l'art deviennent de vrais leviers marketing. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment les marques peuvent créer plus d'authenticité et surtout plus d'engagement. Bon alors, prête pour une exploration rapide mais intense? Commençons par la culture maker. C'est quoi au juste? C'est parti. Alors, la culture maker, imaginez un peu le bricolage, le DIY classique, mais complètement boosté par les nouvelles technologies, le partage sur Internet. Ah oui, une sorte de DIY 2.0 quoi. C'est exactement ça. Ce qui est clé ici, c'est l'autonomie, l'empowerment comme on dit, l'innovation et surtout la collaboration. C'est très basé sur la communauté. D'accord. Et ça vient d'où, historiquement? C'est récent? Pas tout à fait. Ça prend racine dans le mouvement DIY des années 60-70, bien sûr, mais ça a vraiment explosé avec des plateformes comme les Maker Faire. La première, c'était en 2005, je crois. Et puis, surtout, avec l'accès beaucoup plus facile à des outils comme l'impression 3D, Arduino pour l'électronique, des choses qui étaient réservées aux pros avant. Et pour les marques alors, quel intérêt si les gens font tout eux-mêmes? Justement, c'est là que ça devient une mine d'or. Il y a des chiffres qui montrent que plus de la moitié des consommateurs, c'était 56% en 2022, aiment bien co-créer avec les marques, participer. On voit de plus en plus de marques l'intégrer. Mais comment ça se traduit concrètement? On a un exemple emblématique. La description correspond parfaitement à une marque de jeux de construction très connue. Lego. Peux-tu nous en dire plus sur la façon dont cette marque tire parti de la culture maker? On a un exemple emblématique. La description correspond parfaitement à une marque de jeux de construction très connue. Peux-tu nous en dire plus sur la façon dont cette marque tire parti de la culture maker? Bien sûr, c'est un cas d'école pour montrer comment une marque peut devenir un vrai partenaire de création avec ses clients. Cette marque a mis en place un système où elle propose des kits de construction qui sont créés par ses propres utilisateurs et ensuite elle les vend elle-même. Imaginez, votre idée devient un produit officiel. Elle a un portail web appelé Lego Ideas dédié où cette communauté de makers peut participer, proposer ses créations et même voter pour les meilleurs kits. C'est un véritable terrain de jeu pour la créativité. Évidemment, cette communauté est hyper engagée sur les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication où les partages spontanés et les idées originales foisonnent. C'est incroyable cette démarche. Donc, si je comprends bien, la marque ne se contente pas de vendre des produits. Elle offre un espace de partage et fait confiance à ses utilisateurs. C'est une relation de complicité et de confiance qui se met en place de manière super ludique. Et cela génère quoi pour la marque, au-delà de l'image? C'est là que ça devient très intéressant. Au-delà de l'image de marque renforcée, il y a de véritables opportunités commerciales. Les meilleures créations de la communauté ne restent pas de simples concepts, elles sont transformées en kits que la marque vend ensuite sur sa plateforme e-commerce. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. En s'associant à la culture maker, cette marque réussit à incarner des valeurs de créativité, de transparence et de personnalisation qui sont très recherchées par les consommateurs modernes. Développer une communauté extrêmement engagée et se positionner comme une marque plus proche de ses clients, qui les implique activement. C'est un exemple parfait de comment la culture maker permet aux marques de se différencier et de créer un lien fort avec leur public. En fait, les consommateurs ne sont plus de simples acheteurs, ils deviennent de véritables acteurs et contributeurs. Exactement. C'est une approche qui renforce l'authenticité et l'engagement, des éléments clés pour les marques aujourd'hui. C'est vrai, les consommateurs deviennent les meilleurs ambassadeurs. Tout à fait. C'est un levier d'authenticité super puissant. Et ça nous amène assez naturellement à l'arketing. Marketing. J'imagine la contraction d'art et marketing. C'est ça, tout simplement. L'idée, c'est d'associer une marque à la créativité, à la culture, souvent pour susciter de l'émotion, pour se différencier. Et ça peut prendre plusieurs formes, j'imagine. Exactement. Il y a le mécénat, par exemple, soutenir des artistes, des événements, mais de manière assez discrète. Pour l'image de marque, la notoriété. Voilà. Il y a aussi les expositions de marque. Là, c'est la marque qui présente ses produits un peu comme des œuvres d'art. Hermès fait ça très bien. Et puis, ce qui est souvent le plus visible, ce sont les collaborations artistiques directes.
Comme Perrier et Murakami ou Absolut Vodka et Andy Warhol à l'époque. Exactement, ce sont des cas d'école, ça marque les esprits. Et j'ai vu un truc assez étonnant récemment, Baccarat et Pokémon. Ah oui? Du cristal de luxe qui rencontre une icône pop. Ils ont fait une sculpture Pikachu limitée à 25 exemplaires. Oui, designé par Hiroshi Fujiwara, un artiste japonais très en vue et vendu. 25 000 $ l'unité, c'est ça? C'est fou? C'est ça, et c'est un cas fascinant. Ça montre comment une marque très traditionnelle, Baccarat, cherche à se moderniser, peut-être à toucher une nouvelle cible. Plus jeune, plus hype, mais aussi passionné, collectionneur ou attaché à des icônes pop de sa jeunesse. Voilà. Et en même temps, créer de l'exclusivité du désir en flirtant avec l'art contemporain et la culture populaire. Apparemment, les 25 pièces se sont vendues très très vite. C'est marquant, c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit perçu comme juste de la récup commerciale? Si, bien sûr, c'est la critique principale. Le risque, c'est que ça sonne faux, que ça soit juste opportuniste, que ça vide l'art de son sens pour vendre plus cher. Mais quand la collaboration est bien pensée, qu'elle respecte l'artiste, la marque, qu'elle apporte une vraie valeur créative, ça peut être vraiment puissant. L'art touche un nouveau public, la marque gagne en image, en désirabilité. Donc au final, que ce soit via la culture maker ou l'arketing, on voit une tendance de fond. Les consommateurs y cherchent plus que juste un produit. Tout à fait. On cherche de l'authenticité, de la personnalisation, des expériences qui ont du sens. Surtout dans un contexte où on parle beaucoup de valeur, de durabilité et où le e-commerce personnalisé explose. Oui. Ces approches, elles permettent aux marques de créer des liens plus profonds, plus émotionnels et de se démarquer de manière pertinente. Alors, si on devait retenir l'essentiel de cette exploration, la culture maker, l'arketing, ce ne sont pas juste des mots à la mode, des buzzwords. Non, ce sont de vraies stratégies pour répondre à cette quête d'authenticité et d'engagement. Et les marques qui réussissent, ce sont celles qui invitent à la co-création ou qui arrivent à tisser des liens émotionnels via l'art. C'est ça. Et pour aller plus loin, on pourrait se demander comment ces approches, qui sont souvent le fait de grandes marques avec de gros budgets, comment elles pourraient être adaptées par des entreprises plus modestes, des PME, des créateurs. Une bonne question. Et quelle sera la prochaine frontière de cette interaction créative entre une marque et sa communauté? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Ce podcast a été généré par l'intelligence artificielle, alimenté du travail de l'équipe de l'agence Cosman. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le blog.